Dans cette vidéo, nous allons parler du nombre dérivé. Alors à vrai dire, on va commencer par la notion de taux d'accroissement. Prenons f, une fonction définie sur un intervalle i. On va prendre également a et b, deux nombres réels distincts qui appartiennent tous les deux à l'intervalle i. Ce qu'on va appeler le taux d'accroissement, ou on parle aussi de taux de variation de la fonction f entre a et b, eh bien c'est tout simplement le quotient f de b moins f de a divisé par b moins a. Remarquez que si je mets f de a moins f de b, ça c'est moins f de b moins f de a. Et puis au dénominateur, si je mets a moins b, ça c'est quoi? C'est moins b moins a. Donc en fait, vous voyez que les moins ici vont se simplifier. Hein. Moins c'est moins 1. Donc en fait, c'est égal à f de a moins f de b divisé par a moins b. Donc ça veut dire que quand j'ai deux réels a et b, eh bien l'ordre n'importe pas. Par contre, faites bien attention, si j'ai décidé de mettre b en premier, je le mets au numérateur et au dénominateur. Hein, on ne peut pas inverser entre le numérateur et le dénominateur. Donc ça, c'est la définition de ce qu'on appelle le taux d'accroissement ou le taux de variation de la fonction f entre a et b. Prenons un exemple tout simple. Je veux calculer le taux d'accroissement de la fonction carré entre les réels 1 et 2. Bon, bah, je vais choisir un a et un b, disons que b c'est 2 et puis a c'est 1. Et ça marcherait pareil hein, dans l'autre sens. Le taux d'accroissement, c'est donc f de b, c'est-à-dire 2 carré, moins f de a, c'est-à-dire 1 carré, divisé par b, c'est-à-dire 2, moins 1, hein, le a. J'ai donc 4 moins 1 divisé par 2 moins 1, c'est-à-dire 3 divisé par 1, ça fait 3. Donc le taux d'accroissement de la fonction carrée entre 1 et 2, c'est 3. Alors, propriété, on aurait presque pu dire remarque, si je représente f dans un repère, bon, j'ai pris un repère, qui est-ce qu'il est? Bon là il est orthogonal, il est peut-être orthonormé, je ne suis même pas sûre, peu importe. J'ai représenté ici une fonction f, hein, peu importe laquelle. Je prends a et b, alors a qui est le point de coordonnées petit a f de a, donc c'est un point de la courbe CF, et puis je prends b, donc de coordonnées petit b et f de b, c'est-à-dire également un point de la courbe CF. Eh bien, le taux d'accroissement de f entre petit a et petit b, qui est, je vous rappelle, f de b moins f de a sur b moins a, eh bien c'est le coefficient directeur de la séquente AB, c'est-à-dire de la droite qui passe par les points A et B, et donc qui coupe CF en A et en B. Alors ça se démontre hein, très facilement quand on connaît la formule du coefficient directeur d'une droite, hein, puisque coefficient directeur d'une droite, c'est YB moins YA sur XB moins XA, hein, si on note Y les ordonnées et X les abscisses, c'est-à-dire et très exactement le F de B moins F de A sur B moins A. Il y a une vidéo sur les droites en cas de besoin. Bon, maintenant qu'on a cette notion de taux d'accroissement, on va pouvoir définir pour de bon le nombre dérivé. Alors, on va prendre le cas particulier b égale a plus h avec h différent de 0, un réel, cas particulier donc du taux d'accroissement. Du coup, le f de b moins f de a sur b moins a devient f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a. Alors, j'aurais pu mettre hein, des parenthèses ici, mais c'est juste des sommes et des soustractions, donc je peux enlever mes parenthèses et je peux faire mon calcul dans l'ordre que je veux. Et en particulier, on voit que a va simplifier avec moins a. Donc au final, j'ai simplement f de a plus h moins f de a sur h. Eh bien, définition et notation. Donc si je prends f, une fonction définie sur un intervalle i,
que je prends A, un nombre réel qui appartient à cet intervalle I, et que je prends H, un nombre réel différent de 0, tel que A plus H appartient à I. Attention, il faut qu'on puisse écrire f de A plus H. Supposons, c'est pas garanti, mais supposons qu'il existe un réel L fini. Attention, c'est important, fini. Tel que la limite, lorsque h tend vers 0, de f de A plus H moins f de A, divisé par h, c'est égal à L. Donc ça suppose que, alors en tout cas, si on est au milieu de notre intervalle I, ça suppose que j'ai la même limite à gauche et à droite, et que c'est cette limite L là finie. Hein, j'insiste bien sur le côté fini. Si c'est plus l'infini, ça ne marchera pas, et moins l'infini, ça ne marchera pas non plus. Mais supposons qu'on est dans ce cas-là, ce réel existe. Eh bien, on dit, dans ce cas, que la fonction f est dérivable en A. D'accord? Donc, dire qu'une fonction f est dérivable en A, ça signifie qu'il existe une limite finie au taux de variation f de A plus H moins f de A sur H lorsque H tend vers 0. Et cette limite, c'est ce qu'on va appeler le nombre dérivé de f en A. Alors ce nombre dérivé, il est noté f' de A. C'est la notation usuelle. Et donc, f' de A, c'est la limite, quand h tend vers 0, de f de A plus H moins f de A sur H. Encore une fois, il faut que ce soit un nombre fini. Et remarquez que si je remplace A plus H par un certain X, eh bien je peux écrire aussi ce nombre dérivé en disant que f' de A, c'est la limite. Alors lorsque j'avais H qui tendait vers 0 ici, eh bien j'ai X qui tend vers A. Donc la limite, lorsque x tend vers A, de f de x moins f de A sur x moins A. D'accord? Donc ces deux écritures, ces deux formules sont équivalentes. Hein, ça donne la même chose. Bon, ce qui compte, c'est on se rapproche toujours plus de A. Alors, une remarque, cette écriture f' de A, qui est très classique, qu'on trouve très souvent, elle peut être remplacée, alors notamment dans les calculatrices ou les logiciels, ou en tout cas certains logiciels, par une écriture du type df sur dx de A. En fait, l'idée ici, c'est de dire, je regarde un différentiel, si vous voulez, un petit écart de f que je divise par un petit écart, un petit différentiel de x. Donc c'est une notation qu'on trouve aussi. Notez que lorsque les physiciens font comme ça des dérivés, ils utilisent, alors souvent c'est pas du f, c'est plutôt du y, ils vont utiliser y avec un point dessus. Ce sera aussi une notation pour la dérivation, mais là, je vous dis, c'est plutôt les physiciens qui font ça. En mathématiques, on le trouve à peu près jamais. Bon, donc, on a vu la définition du nombre dérivé, eh bien faisons un petit exemple. Prenons la fonction f qui a x associe x carré, donc la fonction carré, et puis on va regarder ce qui se passe en 2. Est-ce que ma fonction f est dérivable en 2? Alors pour ça, eh bien, je vais commencer par calculer, allez, je vais calculer, f de 2 plus h. Alors f de 2 plus h, c'est quoi? C'est 2 plus h le tout au carré. J'utilise mes identitaires marquables, donc je sais que ça c'est égal à 4, plus 2 fois 2 fois h, donc 4h, plus h au carré. F de 2, c'est 2 au carré, donc ça fait 4. Donc ça veut dire que la limite, lorsque h tend vers 0, de f de 2 plus h, moins f de 2 sur h, c'est égal à la limite, lorsque h tend vers 0, de h carré plus 4h
plus 4, moins 4. Allez, je vais l'écrire. Plus 4, moins 4 sur h. C'est donc la limite, lorsque h tend vers 0, de h carré plus 4h sur h. Je peux simplifier mes h. Il me reste donc la limite, lorsque h tend vers 0, de h plus 4. Bon, bah maintenant, lorsque h tend vers 0, cette limite vaut 4. Donc, ça veut dire que f est dérivable en 2 et f' de 2 est égal à 4. Alors, remarque, ou attention, il existe des fonctions qui ne sont pas dérivables en certains nombres réels de leur ensemble de définitions. Donc, qui peuvent être dérivables en certains points et non dérivables en d'autres points. Par exemple, regardons la fonction racine carrée en 0. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Allez, je vais écrire directement la limite. Donc, limite, lorsque h tend vers 0 plus ici, puisque la fonction racine carrée n'est pas définie pour des nombres négatifs. Donc là, bon, bah, la limite, je suis obligée de me limiter au côté droit. Donc, la limite de f de 0 plus h, moins f de 0 sur h, c'est donc égal à la limite, lorsque h tend vers 0 plus, de racine de 0 plus h, moins racine de 0, le tout sur h. Alors, c'est la limite, lorsque h tend vers 0 plus, de racine de 0 plus h, c'est racine de h. Racine de 0, c'est 0, donc il me reste racine de h sur h. Maintenant, je peux simplifier cette fraction, puisque eh bien, h, c'est racine de h fois racine de h. Donc, il va me rester 1 sur racine de h. Maintenant, lorsque h tend vers 0, racine de h va tendre vers 0, et donc 1 sur racine de h va tendre vers plus l'infini. Donc, ça veut dire que la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. Il n'existe pas de nombre dérivé en 0 parce que la limite, ce n'est pas une limite finie. Allez, une dernière propriété. Si f est dérivable en x0, un nombre réel x0, un de son domaine de définition, eh bien forcément, f est continu en x0. Pourquoi? Si elle est dérivable en x0, ça veut dire qu'il existe un nombre L appartenant à R qui est fini, tel que la limite quand x tend vers x0 de, allez, je vais prendre l'autre définition, f de x moins f de x0 divisé par x moins x0, eh bien c'est égal à ce fameux nombre L. Or, qu'est-ce qu'on sait? La limite de x moins x0, lorsque x tend vers x0, c'est 0. Donc, forcément, on doit avoir la limite de f de x moins f de x0, lorsque x tend vers x0, qui doit être égal à 0. Pourquoi? Parce que si c'était pas 0, si c'était un nombre fini, et la limite d'un nombre fini divisé par 0, ça fait l'infini, ça fait pas un nombre fini. Bon, puis on n'a pas l'infini, très clairement. C'est fini, parce que dire que la limite de f de x moins f de x0 quand x tend vers x0, c'est égal à 0, ça veut dire que forcément la limite de f de x lorsque x tend vers x0, c'est égal à la limite de f de x0
lorsque x tend vers x0, c'est-à-dire f de x0. Et ça, c'est la définition de fonction continue en x0. Attention, la réciproque est fausse. Une fonction peut être continue en x0 et ne pas être dérivable en x0. D'accord? Donc f dérivable en x0 implique f continue en x0, mais le contraire, la réciproque, est fausse. Ce ne sera pas toujours le cas. Parfois, mais pas toujours. Un exemple très simple. La fonction racine carrée, elle est continue en 0. Limite de racine de x lorsque x tend vers 0+, c'est 0, c'est-à-dire racine de 0. Donc c'est bien continu en 0. Par contre, on a démontré juste avant qu'elle n'est pas dérivable en 0. Voilà qui conclut cette vidéo.